Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 95e édition du podcast Lucide. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude et 26 amis et Mundi Joseph. What's up? Fait qu'on est de retour audiovisuel, on est sur YouTube, il y a de l'image. Après une semaine où on est retourné à l'ancienne manière, purement et simplement audio. Yes. Back to the future. Yes, exactement. Fait que bon, regardez, on est back dans notre setting initial. Fait qu'on va aller directement avec notre premier topic, à moins que quelqu'un ait quelque chose d'autre à annoncer ou dire. Moi, j'ai quelque chose à dire. Oh. Et voilà. On va commencer le premier topic quand même. Oh, vas-y. Vas-y. Oh. Je voulais juste dire un shout-out à la France. Oh, yes. À nos auditeurs français. Good point. Non, yes. On apprécie beaucoup vos commentaires. On apprécie votre support parce que on commence à en voir de plus en plus de commentaires, des messages d'encouragement. Super cool. Thank de you, la France. guys. Encore une fois, merci. Puis continuez et partagez, likez, parlez de nous. Puis vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Facebook, les Lucides MGE Podcast, si vous voulez vous joindre aussi. On poste les podcasts, on poste les podcasts, puis aussi la communauté poste beaucoup de memes puis de nouvelles entre nous autres. Exact. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les Lucides MGE Podcast. Venez nous rejoindre. Yes, venez. Venez. Come join the force. Drink the Kool-Aid. All right. On va y aller avec le premier topic. On a Barbie et Oppenheimer qui sont sortis et qui ont littéralement... en fait, Barbie explosé. Ouais, on va dire le terme explosé. Yep. En particulier, Barbie qui, pour son premier week-end, a amassé 155 millions domestiques et 335. Non, 356. 356? Worldwide. Okay. C'est ce qui fait en fait de Barbie le film avec le meilleur week-end de l'année 2023. Yep. Devant des films comme Fast X, Indiana Jones, Flash, Guardians of the Galaxy. C'est le meilleur film avec le meilleur... C'est le film avec le meilleur week-end à date de l'année. Puis tu viens de parler de grosses franchises. Hein? Ouais, Barbie a bâti des grosses franchises. On parle d'une équipe qui a eu des films comme Transformers et Mission Impossible. Des franchises établies. Des franchises établies, là. En tout cas, ça fait juste prouver quelque chose. Depuis plusieurs semaines, on parle souvent du box-office depuis un moment. Ouais. Et puis du déclin des franchises au cinéma, là, des franchises comme Indiana Jones, justement, puis les films de super-héros, qui font de moins en moins d'argent à chaque film qui sort. Ça fait juste prouver quelque chose. Barbie vient juste de prouver quelque chose. Probablement, le monde sont prêts à aller au cinéma. Ouais. Et ça leur dérange pas d'aller au cinéma, ça leur dérange pas de payer pour aller au cinéma. C'est juste qu'il y a une fatigue avec les franchises. Avec le produit qu'on leur offre. Je sais pas. Mais, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais je suis comme... C'est tellement weird parce que je regarde un film comme Mission Impossible. Ouais. Puis ce film-là, Mission Impossible, on avait parlé la semaine passée qu'il risque de flopper. Ouais. Mais c'est pas un film qui... ils sont rendus à leur septième film. C'est essoufflant. Il y a un essoufflement peut-être. Il va y avoir un essoufflement, peu importe. Quand t'es rendu... Septième. Quand tu es à ton septième film, ouais. Le seul film où on n'a pas vu ça, ou qu'ils n'ont pas ralenti, c'est avec Guardian 3, à part Barbie. C'est juste le troisième. C'est le troisième, puis il en a fait plus que le deuxième de toute façon. Fait que regarde, on est good là. Mais... si tu regardes les Fast, il s'est rattrapé avec le cinéma international. Là. Les autres se sont rattrapés au fur et à mesure, mais le premier mois était comme yo, qu'est-ce qui se passe? Les autres, Flash, pas Flash, mais Fast, ils vont break-even ou ils vont faire un peu d'argent au bout du compte, mais ce sera pas le succès genre incroyable. Mais non, parce que les autres, il aurait fallu 800, 900 millions. Proche du milliard. Ouais, exactement, c'est ça, pour que ce soit pour que tu sors le champagne. Parce que on sort le champagne. Alors que là, c'est genre, je pense pas qu'ils vont sortir le champagne. Non, ils sont quand même à 500 millions. Mais 756, un truc de même. Mais c'est super. Ils vont pas couler. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils sont pas dans le trou, là. Ils sont pas dans le rouge, là. Mais bon, en même temps, Barbie, il y a eu un phénomène assez particulier. Barbie, avec la sortie de Oppenheimer, j'en avais parlé un peu la semaine passée, dans le sens où pour juste la chaîne de théâtre AMC, ils avaient vendu 20 000 billets programme double
pour du monde qui allait voir Barbie et Oppenheimer dans la même journée. Puis finalement, après les chiffres de la première fin de semaine, aux États-Unis, finalement, c'est 200 000 billets programme double qui ont été vendus. 200 000 Dans le sens où c'était vraiment une gimmick, c'est vraiment un trend. Il y avait vraiment un désir de voir ces deux films-là. Je pense que c'était... surtout que c'est comme deux films qui sont littéralement à l'opposé. Mais je pense que ça a aidé beaucoup plus le marketing de Barbie qui a réussi à aller prendre du monde qui normalement n'irait pas nécessairement voir un film de Barbie. Le marketing était fucking bon, honnêtement, parce que j'avais zéro intérêt pour voir le film. Puis je ne l'ai pas encore vu, mais je vais clairement aller le voir. Mais ça, ils ont fait une job impeccable. Puis ça, on le voit maintenant au niveau du box-office. Au niveau des chiffres. Je veux dire, c'est genre comme en une fin de semaine, ils ont fait, au niveau domestique, ils ont fait plus que ce que Fast X a fait dans son run total. Fast X a fait 145 millions domestiques. Dans son run total. Domestique, exactement, c'est ça. Puis, ils ont fait plus que Flash, évidemment, plus que Mission Impossible. Pour Place, c'est tout simplement ridicule. Juste pour un film avec le IP de Barbie. Puis, on s'entend quand même. Le IP de Barbie, c'est pas non plus un petit IP. C'est ça. On ne dégrade pas le IP de Barbie. La propriété intellectuelle de Barbie est huge. Là. C'est énorme. C'est immense. Qui ici pensait que ce film-là battrait tous ces autres films? Jamais. Parce que là, on est dans un scénario où potentiellement, les trois films qui vont avoir le plus gros box-office cette année vont être Barbie, Super Mario Bros. Super Mario Bros, Guardian puis Barbie. Ouais. C'est ce que je veux dire. Mais puis, Guardian, on pouvait s'y attendre. Mais quand tu penses comme Super Mario Bros et Barbie, mais ça pourrait finir dans le top 3. Mais c'est des grosses propriétés, les gars. C'est des grosses propriétés. Parce que Nintendo et Mattel, là, c'est pas des petites compagnies. Ouais, c'est ça. Une grosse machine. C'est une grosse machine. On sait-tu quand ça a été créé, le Barbie? Je me sens que j'ai vu. C'est des années 60? À 60. Peut-être pas avant ça, chum. Mais c'est à l'époque du. Ça a été créé en même temps que le plastique, là. C'est parce que les Barbies, là, ça a toujours été en plastique. Le plastique est arrivé dans les années 50, 60. Je pense que c'est années 60. 50, 60. Ah, c'est vieille. Mais ça, j'ai pas trouvé. J'ai pas checké non plus. T'as pas checké? 60. Barbie Doll débuté dans March 9th, 1959. Le 9 mars 1959. Ça, je disais. Wow. 50-60, c'est le plastique a été développé, a quand été commercialisé là, dans les années 50-60. Il y a une affaire qui est sur l'allégation qui dit « If you go woke, you go go broke ». You go broke. En tout cas, je sais pas ce qui a créé celui-là, mais il s'est mis le doigt direct dans le cul. Là. Pourquoi tu dis ça? C'est parce qu'il y a eu un vent de gens qui voulaient boycotter le film. C'est genre comme... Boycotter quel film? Le Barbie? Oui. Go broke. Mais pourquoi le film était woke? Mais c'est qu'est-ce qui est woke? Oublie pas que moi, j'ai checké des informations. Qu'est-ce qui était woke? Ça commençait avec l'affaire de Black Lives Matter. Oui, là, maintenant, c'est rendu woke. C'est rendu tout ce qui a rapport avec... c'est rendu... L'éveil social. Tout ce que t'aimes mais c'est parce que rendu... T'as des extrémistes de la gauche qui ont pris ça, puis ils en font leur porte-étendard, puis là, maintenant, c'est rendu une insulte. Ça a remplacé le mot snowflake, qui était populaire il y a 5-6 ans. Là. Parce que woke, c'est tout ce qui ne suit pas le standard. Là. Le traditionnel. Le traditionnel mâle blanc, puis faut que ton héros il soit un homme. Parce que c'est juste que ça n'a pas vraiment de sens. Non, ça fait plus de sens. Je veux dire, c'est comme... C'est Barbie, on parle de Barbie. C'est Barbie! C'est poupée, guys. C'est quoi, tu veux que ça s'appelle Ken? C'est pour filles. Puis les Barbie, pour les Barbie, il y a eu toutes les couleurs possibles imaginables. Puis toutes les formes. Come on, guys. Mais oui, mais anyway. Femme et homme, à Ken quand il est arrivé. Come on, guys. Il y a une raison pourquoi le féminisme existe, là. Je veux dire, c'est pas négatif, là. Come on. Mais anyway, c'est pas très... Je trouve que c'est pas très sérieux, cette critique. Non, c'est pas sérieux. Comme Ben Shapiro, là, bravo, je te lève mon chapeau, man. C'est un grifter de calice, man. C'est sans dessin, man. Mais pour continuer quand même sur Barbie, un autre point qui est quand même intéressant aussi par rapport à Barbie et Oppenheimer, le box-office qu'ils ont eu pour leur week-end, c'est le plus gros box-office depuis Endgame. Ouais, c'est ça. Ça faisait fucking longtemps, genre, comme qu'il n'y avait pas eu autant d'argent dans un week-end. Ça fait bizarre de mettre
Endgame puis Barbie dans la même phrase. Là. Ouais. C'est le plus gros box-office depuis Endgame, puis c'est le 4e plus gros box-office of all time. Ouais, quand tu combines la recette premier week-end. Des deux films pour le premier week-end, c'est assez huge. Puis c'est aussi... Mais ça fait peur vraiment, le 356 millions, là, puis premier week-end, là. Puis Oppenheimer, je pense qu'il y a 155. 175. Fait que, mais ça, tu penses, c'est de lundi. Le Worldwide. Non, je prends... C'était 155. Ah, t'as raison, ok, d'accord, je comprends que c'est ça. Ouais. Good, bon point. Ouais. Mais dans tous les cas, ça revient quasiment. Ça revient même. Ouais, mais ça fait peur des chiffres. Les chiffres de Barbie, ça fait vraiment peur. Ça fait pas peur. Non, mais dans le sens... C'est bon pour l'industrie. C'est bon pour l'industrie. Ça veut dire que pour de vrai, tout ce qu'on disait, toutes nos spéculations, on s'est un peu trompé peut-être. Je pense que c'est juste plus une facture. Il y a quand même un problème. Non, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème. Mais pas dit que j'ai pas de problème. C'est peut-être moins dramatique. C'est moins dramatique que ce qu'on pense. Parce qu'en fait, comme tu as dit, les gens sont prêts à aller voir des films. Ouais. Parce que littéralement, tu sais, en ce moment, genre, t'as 3 gros films qui sont au cinéma. T'as Barbie, t'as Oppenheimer, puis t'as Mission Impossible. Puis les gens ont choisi. Les gens sont allés au cinéma pour... C'est que les gens ont choisi. Exactement. Oui, puis ils ont choisi Barbie. Exact. Puis Oppenheimer. Comme tu dis, les gens sont intéressés quand même à aller au cinéma, mais ils vont faire des choix. Non, mais tu t'imagines là, un film comme... Est-ce que tu aurais pensé que Oppenheimer aurait pu faire... On enlève Barbie. Ouais, juste on peut aller sur Oppenheimer aussi. Juste le type de film qu'Oppenheimer est, qui est un film genre biographique. C'est biopic. C'est une biopic. C'est une biographie. Okay. Exactement. C'est fait quand même 155 millions au box-office. C'est huge. C'est énorme pour un type de film comme ça. Tu sais, c'est le genre de film qui est plus sérieux, qui va chercher un public plus averti, qui est plus intellectuel, plus 50 millions au box-office. C'est comme, c'est déjà plus que tous les films de super-héros qui sont sortis à part Gardien. Ouais. Non, en effet, il va faire plus que de Flash, il va faire plus. C'est pas un popcorn movie, là. C'est juste comme, c'est un film que tu vas regarder. Ah oui, c'est sur Oppenheimer. Puis moi, Oppenheimer, je connaissais. Tu sais, j'avais vu ça, c'est comme Einstein pour moi. C'est comme, tu sais, je l'aurais regardé parce que c'est un Nolan, c'est un film de Christopher Nolan. Mais mon intérêt s'arrêtait là. Moi, mais il y a Nolan aussi, justement, comme ça, qui s'est rendu un brand. Je le disais hors podcast, là. Nolan, c'est une marque, là. T'as raison. Comme James Cameron, là. Ces gars-là, comme Steven Spielberg, ces gars-là, ils mettent leur griffe là, sur un film. Là. Autant, t'as des vedettes dans les directeurs, là. Les Tarantino, les Nolan, les Spielberg. Eux, quand ils sortent un film, ça porte moins Spielberg de ce temps-ci, mais Spielberg, parce que c'est juste comme... Il y a eu une carrière de fou, là. 30-40 ans. C'est ça. Les gars, on entend un Tarantino. Moi, juste Tarantino, moi, je me déplace. Il y a une marque de com', il y a quelque chose. Parce que tu connais son style, tu t'attends au style. Même chose pour Nolan. Tu dis, Nolan, c'était le genre de film, tu sais... Même si le film, ça te dit rien, mais tu t'attends à voir quelque chose de spécial et de différent avec un Nolan. Exact. Puis bon, exactement, les gens se sont déplacés aussi pour aller voir son film. On parle de films rated R en plus. Ouais, puis c'est rated R. Fait que justement, les films rated R sont pas des films... Tu sables souvent la recette de moitié avec les films rated R. Exactement. Puis on oublie le dernier. Denis Villeneuve, il a son style maintenant. Puis Denis Villeneuve aussi, mais il n'est pas encore un brand. Il n'est pas encore, mais tout doucement, il développe son style. Denis Villeneuve, il est très... Lui, c'est le visuel, là. C'est liché, là. Ouais, non, Denis Villeneuve, il est en devenir, à mon avis. Je pense que c'est en ce moment un des meilleurs réalisateurs dans la business. Il n'a pas encore atteint le statut de Nolan, mais je pense que c'est quelqu'un qui pourrait atteindre le statut de Nolan aussi. Ultimement, éventuellement. Ouais. Parce que comme tu dis, Evans, au niveau du visuel, il est très fort. Tu sais combien il y a de vidéos sur son film Sicario? Le premier? Non. Il y en a un paquet. Ah ouais? La façon que ce film-là est des vidéos d'analyse sur son film. Son film-là a été analysé à maintes reprises. C'est considéré comme un masterpiece. C'est un de ses meilleurs films. Le gars, il est vraiment... Non, il est très fort. Mais bon, anyway, pour revenir au film, au succès en fait de Barbie, écoutez, s'il avait fallu qu'on parie puis qu'on se dise genre comme quel film ferait le plus de cash, moi j'aurais perdu, je l'avoue. Aucun d'entre nous aurait pensé que les gars, moi je vous dis tout de suite, j'aurais perdu. Il y a personne aurait bêté là-dessus. Parce que moi j'aurais mis Mission Impossible sous les trois, là j'aurais dit Mission Impossible premier. Voici 3 films qui vont sortir au courant des prochaines semaines. Mettons des prochains jours. T'as Mission Impossible qui sort une semaine avant.
puis t'as Barbie avec Oppenheimer en même temps. Quel film va faire plus d'argent? Mission Impossible. Moi, j'aurais dit Mission Impossible va les éclater. Mission Impossible s'est fait clencher par Barbie en 3 jours. En 3 jours. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est des chiffres de fou. On va suivre ça, voir comment ça va évoluer, surtout pour Barbie. J'ai vraiment hâte de voir le prochain week-end, combien qu'ils vont amasser. Mission Impossible deuxième week-end, est-ce que c'était quoi la chute? Non, c'était une belle chute. C'est une chute. C'était un drop. C'est un drop de combien? Bon point. Je vais te dire ça tout de suite, en fait. Il est 64% de drop. Tu penses? Non, c'est ça. C'est ça? C'est ça que tu dis. Ouais. Il est rendu à 370 millions worldwide. Ouais, non, il va aussi flopper, en fait. À cause qu'il a coûté trop cher. C'est simple que ça. Il a coûté 300 millions. Fait mais les gars, c'est sans le marketing. Il n'est pas chanceux. Il a tourné durant la COVID. Ouais, puis là, son box-office à lui, à cause. S'il n'y avait pas eu Barbie et Oppenheimer, son film aurait été correct. Parce que le choix, il n'est plus là. C'est juste ce film-là que tu pourrais aller voir au cinéma. Mais je pense que le monde ne serait pas nécessairement allé. Parce qu'il n'y avait pas le. Quand même, on peut, il y aurait eu... Tout seul, il y aurait juste ça. Tu vois ce que je veux dire? Fait que si tu vas aller au cinéma et que tu as juste ça... Par défaut. Mais là, mettons, tu vas au cinéma et c'est genre comme, j'ai Barbie, il y a Oppenheimer. Mais c'est impossible. T'as du choix. T'as du choix. Je vois ton point. Fait qu'au bout du compte, là, maintenant, on peut dire que le box-office du Mission Impossible est plus ou moins mort. Oui, ils vont continuer à ramasser des millions, mais à cause que les gens ont le choix puis que t'as 2 films qui ont un plus gros buzz, parce que maintenant, le gros du buzz, c'est sur Barbie pour Oppenheimer. Mission Impossible, c'est il est enterré. Dead on Arrival. Il est enterré, là. Surtout que le film de Oppenheimer a pris toutes les salles de IMAX. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Puis ça te dit aussi un indicatif, genre quand même, les salles de cinéma sont prêtes à donner des exclusivités à Oppenheimer devant Mission Impossible, genre. Puis pour avoir vu Oppenheimer en IMAX, en fait, pour avoir vu les deux en IMAX, j'ai vu Mission Impossible en IMAX, puis j'ai vu Oppenheimer en IMAX, je comprends pourquoi. En effet, entre les deux, le meilleur film à voir en IMAX, c'est Oppenheimer. Ah ouais? Aussi étrange que ça puisse sembler. C'est fait pour le IMAX. C'est fait pour le IMAX. Okay. Oui, même si c'est un film de 3 heures de blabla. En fait, j'ai même une chronique Mathieu, je vais en parler tantôt. C'est le film qui est fait pour le IMAX, vraiment. Fait que c'est un choix qui a du sens, mais qui peut être surprenant de l'extérieur. C'est comme vite demain, tu fais genre comme le film naturel qui va être en IMAX, ça va être Mission Impossible, mais le meilleur film qui exploite mieux le visuel du IMAX, c'est étrangement Oppenheimer. Ouais. Puis l'autre chose aussi, la Mission Impossible, là, je pense aussi que leur plan a été bousillé. Sans dire, je suis pas en train de dire que je connais leur plan, mais le fait d'avoir tourné dans la COVID, ils ont gonflé leur coût. Ouais, ça les a tués. Puis ça les a tués. Là. Ça change ton plan là, de rentabilité d'un film. Là, c'est juste c'est une question de momentum. Le momentum d'avoir sorti le film là n'était pas bon. C'est vrai, t'as raison. Mais il devait le sortir. Ça faisait longtemps qu'il... Il aurait dû sortir ça 1 mois avant. L'année passée. Dans tous les cas, c'est un été qui était quand même jam-pack. Je veux quand même qu'on aille de l'avant quand même sur les autres topics. Bon. On a... Là, on va littéralement à l'opposé. Autant qu'on peut parler du succès de Barbie, qu'on retourne dans les films qui vont probablement flopper. Je pense que ça, c'est le nouveau thème qu'on va aborder au cours des prochaines semaines, ou qu'on a abordé en fait au cours des dernières semaines. Les prochains mois aussi. Ouais, ben c'est fascinant en fait ce qui se passe, parce qu'en fait, t'as Blue Beetle, le prochain film de DC qui va sortir en août, début août, qui a un budget de 120 millions. Puis là, en fait, les projections pour le film, pour le premier week-end, 17 millions. Wow. Là, on vient de parler de Barbie qui a fait 155 millions pour son premier week-end. Puis là, t'as Blue Beetle, un IP de DC qui va faire 17 millions. C'est quoi Blue Beetle? mais c'est qu'est-ce que je disais en podcast. Yes. Mais Guillaume il va nous rabattre les oreilles avec Guardian. Yo, les gars, il va dire Guardian, on les connaissait pas au début. Un bon film, c'est un bon film. C'est un bon film. Oppenheimer, c'est pas un IP. T'as raison. Puis il a raison. C'est qui connaît Oppenheimer? Il a raison. C'est pas un IP. Puis pourtant, Oppenheimer. Bon, en même temps, d'accord. Le brand de Nolan, puis il y a eu un buzz derrière ça. Il y a eu le Barbenheimer derrière ça. Mais laisse-moi pousser quand même le Blue Beetle. Il est inconnu, puis le fait que le brand est mauvais, il est inconnu, puis après tu mets une affaire qui est pas connue, là, ça va pas aider là. Plus il y a la grève des acteurs, même au niveau de la promotion, tu peux même pas faire de promotion. C'est ça.
Puis tu peux pas retarder un film comme ça. Ça vaut pas la peine de le retarder un an. Là. Tu sors, puis tu meurs avec. Attends, je un peu de sel dans la blessure. Pourtant, ils ont cancellé Bad Girl. Pourquoi ils n'ont pas cancellé ça? Comme ça. Rapide! Javelot! Ça, je le dis jour 1. Quand il a dit... Guillaume a dit bullshit. Bullshit. Fucking shit. Je répète et je continue à répéter. Guillaume, je me rappelle quand il a dit on va retourner en arrière quand on avait parlé de ça. Yo! Quand tu dis bullshit, c'est même pas... C'est un understatement. Yo, il n'y a aucune raison pour avoir cancelé Bad Girl. Rendu là? Mais non. Rendu là, non. Il n'y en a pas. Ferme le studio, rendu là. Mets-les sur Max. Rendu là, mets-les sur Max. Moi, ce qui me gossait, c'est pas qu'il a cancellé Bad Girl. C'est les raisons qu'il a données. C'est pas cancellé, là. C'est genre comme... On va protéger le brand. Puis la qualité. On ne sortira pas de mauvais films, blablabla. On va protéger le... Puis là, j'ai fait comme... Motherfucker. Bullshit. Come on. Tu me Quel succès que DC a eu depuis que Zaza est là. J'entends. C'est ça, exactement. Hein? Non, il n'y en a pas. On attend encore. Quel film a fait mal au brand? Toute la gang. Ouais, The Flash. Flash. Black Adam. Shazam. Yo. Name it. C'est ça, exactement. Preach, brother. Preach. Fait que oui, en effet, s'ils étaient cohérents avec cette vision-là, ce qu'ils ne sont pas, ce serait probablement un autre film que tu... J'ai encore ajouté quelque chose. Vas-y. Cette grève-là va leur faire du bien. Ben oui. Parce qu'ils vont pouvoir prendre plus de temps pour faire leur film de Superman. Oui. Parce que Kevin l'a bien dit, puis je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Faut qu'ils prennent du temps, man. Parce que là, OK, leur dernier film va soi-disant sortir en 2024 si ça se continue, cette grève-là continue. Ouais. Ça veut dire... Aquaman 2. Ils vont le lancer en 2024. Ça veut dire que s'ils veulent sortir le film de Superman en 2025, non, ils vont le pousser en 2026. impossible. Non, impossible. Donc, ça veut dire 2026. Techniquement, ils devraient avoir comme un bon 50 briques ou on les entend pas parler. Là. Ouais, ça va être tranquille. Je pense que le best, c'est que peu importe quand ça sort Aquaman, qu'il y a un gap d'au moins 3 ans avant qu'il sorte le film. Ça arrivera pas. Mais ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Non, je dis ça. Nous autres, on dit c'est... Mais il faut qu'il soit oublié. Mais... Si, disons, à partir de 2023 jusqu'à 2026, s'il y a un film dans tout ça, là, je pense que c'est pas si mal. Tu mets un film, puis après tu dors le restant du temps, puis tu prépares ton retour. Ouais, je pense que ça pourrait sera pas comme ça. Je sais que ça sera pas comme ça. Superman Legacy va sortir, puis à la chaîne, ça va faire. Un film. Ouais, parce qu'avant, ils vont sortir les autres choses, là. Ce qui va arriver, Vince, c'est qu'à la seconde que la grève des acteurs va arrêter, ils vont entrer en production. Ben oui. Ils vont entrer en production pour Superman Legacy. Parce qu'ils peuvent se préparer pour ça. 100%. Parce qu'il est fini d'être écrit. Et puis c'est le casting. Puis le casting commence à sortir de plus en plus. Exactement. En fait, le film va sortir ça va dépendre de quand la grève va arrêter. Oui, t'as raison. C'est aussi simple que ça. C'est la grève qui va déterminer. Le gap qu'on va avoir, ça va être dicté par la grève. Puis d'après certaines personnes dans l'industrie, la grève est pas près d'être finie. Oh non. Parce que J.R.R. Martin a dit c'est la grève la plus importante qu'il y a eu de sa vie. C'est parce que... Puis il a dit c'est pas près de finir. Parce qu'ils sont trop opposés en termes de vision. Là, puis je parle même pour les acteurs. Là. Oui. Même apparemment, les acteurs, là, ça bronche pas du tout. Moi, je parle des acteurs présentement parce que, comme j'ai déjà dit dans une négociation, là, il faut que tu donnes, il faut que chacun donne là, pour pouvoir arriver au centre. Là, il n'y a pas un gagnant, pas un perdant. Admettons qu'ils signent les acteurs dans 2 mois. Oui. Okay, les acteurs, la grève des writers, c'est pas fini. C'est ça, les writers. Puis sans les writers, il n'y a rien qui se fait. Là. Non. Ouais. Super de bons points. Oui, en effet. Tu peux finir les positions actuelles avec les acteurs. Mettons ceux qui sont déjà comme les émissions puis les films qui sont déjà en production. Mais bloqué pour le futur. Mais t'as plus de produits pour 2026, là? Non. Ouais. T'as plus rien, là? Super de bons points. Les AI. Tu mets un titre, là, puis tu dis, fais-moi un scénario GPT. Ils sont pas encore là. Ils sont pas encore là. Superman Legacy. Le scénario Superman Legacy est déjà écrit, mais au bout du compte, ils sont pas encore là, mais ça va rapidement être le cas, en fait, pour l'intelligence artificielle. C'est ça qui négocie. Pour revenir à Oppenheimer, hey guys, Oppenheimer dure 3 heures.
Tu sais combien de temps ça leur a pris à faire le film? À tourner le film? Vas-y. 54 jours. Ouais. Ça, c'est complètement pas pertinent au sujet. Non, je voulais juste dire ça comme ça. Yo, c'est quoi ça? Attends. C'est quoi le point? Attends, okay, le point, vas-y. Voilà. Laisse le point. C'est quoi le point? Imagine, quand les grèves vont être finies, là, check comment ils vont faire les films à la chaîne. Ils vont compresser. Le 54 jours va devenir 34 jours. Ça va être comme un McDo. Ah ouais. Ça va être un McDo. Ils vont appeler Netflix, ils vont dire comment vous faites les films. Non, Si un perfectionniste comme nous, là, il est capable de tourner un film de 3 heures comme Oppenheimer en 54 jours, check comment ils vont tourner les films de 2 heures. T'as des films que ça fonctionnera pas de même. C'est juste comment Oppenheimer est tourné, c'est possible de le faire en 54 jours. Ok, non. C'est un film beaucoup plus auteur. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Non. Tu comprends ce que je veux dire, là? Ils vont pas arriver puis ils vont dire, yo, on va couper dans les scènes de combat de semaine. Non. Mais c'est pas... C'est un drama, là. Ça, tu n'as pas le droit de couper dans les scènes de combat. Non. Il va en avoir juste un. Je pense pas que ça va être vraiment une scène de 30 minutes. Je pense pas que ça va être une dynamique pour être franc, genre... on va pas avoir des jours de tournage beaucoup plus courts à cause de ça. C'est parce que ce sera juste... Ils vont rusher. Mais il faut pas. Ce sera juste pas possible. Il y a des affaires que tu peux pas rusher pour un blockbuster. Prendre Oppenheimer comme exemple, c'est pas la bonne affaire parce que Oppenheimer, c'est un biopic. Ouais. Fait que justement, c'est pas un blockbuster. C'est pas un blockbuster. Fait que oui, tu peux... pas un blockbuster. C'est pas un blockbuster. Oui, ça a le budget de blockbuster puis ça a le revenu de blockbuster, mais c'est pas un blockbuster. Mais c'est pas structuré comme... C'est un biopic. C'est un film de 3 heures, genre si le monde font juste parler. Fait que oui, tu peux tourner ça en 54 jours. C'est ce que je veux dire. Ouais. C'est pas la même dynamique avec toute la logistique d'un film, genre de Mission Impossible ou whatever. Ouais, non, je comprends. T'es obligé de refaire ton train puis tout ça. Ouais, exactement, c'est ça. Non, t'as raison. Anyway, je veux quand même revenir à Bobby Tool au bout du compte, qui va être... c'est pourri. Il s'annonce pour être un flop. En fait, le film a l'air bien. Non, dis pas ça, s'il te plaît. Non, le film a l'air bien en me basant sur le trailer. That's all. Je compte pas aller vraiment voir le film. Black Adam, ça avait l'air bien. Non, on a chialé quand on a vu Black Adam. On était frais. On était failliot, c'est quoi ça? On était frais. On n'était pas excités pour Black Adam. On était pas excités pour tout, man. Non. J'étais autant excité pour Black Adam que G.I. Joe. Anyway, pour continuer quand même sur notre prochain topic, on a Aquaman, qui... ils ont embarqué sur leur 3e séance de reshoot C'est quoi qui se passe avec ce film? Après avoir eu encore des tests screening désastreux. Puis ça, en fait, des reshoots, on le sait, c'est rendu standard pour un blockbuster. Même Marvel, maintenant, c'est carrément intégré dans le contrat avec les acteurs. Donc, c'est comme, il va y avoir une séance de reshoot, peu importe. Damage control. Tout ça. Mais... Damage control. Puis ton film peut avoir 2 séances de reshoot s'il y a vraiment des gros problèmes ou du fine-tuning. Mais en général, ta première séance de reshoot, c'est ça ton fine-tuning. Tu vois ce que je veux dire? Fait que ta deuxième séance, c'est genre comme, OK, d'accord, on veut vraiment régler quelque chose de grave. Ouais. Mais 3 séances de reshoot... tu sais, quand justement, pour revenir à ton truc de Bad Girl, voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est à quel point, genre, comme que ça n'a pas de sens. Ce que Zaslav disait, genre, comme par rapport en termes de qualité. Tu vois que... il continue à s'acharner sur le film, puis à mettre du cash, parce que c'est du cash pour un film. Puis je comprends en même temps, parce qu'on parle d'un film qui... c'est le film le plus... qui a gagné le plus au box-office du DCU. Il a fait 1,14 milliard. Au bout du compte, ils veulent pas laisser le film mourir. Ouais. C'est ce que je veux dire. Fait qu'ils continuent à mettre de l'argent dedans. Mais dans le contexte actuel, tu fais genre comme... Est-ce que c'est moi ou on voit pas le trend qui se passe en ce moment au niveau des box-office? Moi, je pense que c'est comme c'est Damage Control, puis ils essaient Damage Control, pourquoi? C'est pas un Damage Control si tu mets encore du budget là-dedans. Non, mais c'est Damage Control. Sur la qualité. Parce que c'est sur la qualité, là, parce qu'ils voient que l'affaire est pourrie, là, ils essaient de minimiser. Il n'y a aucun Damage Control qui se fait là. Ils essaient de minimiser les dommages. Il est trop tard. Tu peux pas... Comment je peux dire? Oui, parce qu'on en a parlé toute l'année, Evans. Si plus que tu mets d'argent, puis que ils vont perdre, je comprends. Plus ça va être compliqué pour eux de rentabiliser. Non, ils vont perdre de l'argent. C'est pas ça qu'on... Moi, je pense qu'ils essaient de le faire fitter au nouvel univers, puis ils essayent de...
Je suis pas mal sûr qu'ils ont enlevé des personnages, ils ont enlevé des personnages, puis qu'ils essayent de l'intégrer un peu plus seamless avec le nouvel univers, puis tout ça. Je pense pas qu'il va y avoir du monde du nouvel univers dans ce film. Non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Un des points, que ça soit plus cohérent. Un des points qui va avec ce que tu dis, c'est qu'il y a eu beaucoup de back and forth avec l'utilisation de Batman. Parce qu'initialement, tu avais Michael Keaton qui devait apparaître dans ce film-là. Après ça a été enlevé pour Ben Affleck. Après ça, je pense que ça a été enlevé. Puis là, il n'y a plus aucun Batman dedans. Mais il y avait des visions différentes parce qu'initialement, Michael Keaton devait jouer un rôle de genre comme à la Nick Fury dans le nouveau. Puis ça, c'est avant l'arrivée de James Gunn et puis Peter Safran. Ils avaient une vision de Michael Keaton qui jouerait un sorte de Nick Fury-esque rôle, genre comme dans le DCEU, où est-ce qu'il apparaîtrait, parce que Michael Keaton apparaissait aussi dans Batgirl. Fait que là, c'est comme, il aurait commencé à connecter les films entre eux autres. Mais là, vu que il y a eu, ils ont scrappé Batgirl, puis il y a eu tout le flafla avec Flash, fait qu'ils ont commencé à juste tasser Michael Keaton pour Ben Affleck. Mais là, finalement, quand James Gunn est arrivé, avec Peter Safran, ils ont vraiment voulu tasser le DCU, fait qu'ils ont tassé aussi Ben Affleck. Fait que là, au bout du compte, en effet, je pense que ça a affecté aussi les reshoots, mais ça fait qu'au bout du compte, ça reste un film qui continue à pomper de l'argent dedans. Genre, oui, il pompe de l'argent, oui. Puis encore une fois, moi je pense qu'ils essaient ils essaient que ça soit seamless, comme ils essaient de faire une fin au DCU, puis ça serait pas le commencement du DCU, mais il y a un certain lien avec il y a vraiment un certain lien dans le DCU. Alors t'as ce tas de marde là dans la main, tu fais quoi avec ça? Mais parce que c'est ça le problème. Il y a tellement d'argent d'investir là-dedans, il faut qu'ils sortent. On en a parlé un peu. C'est juste que le problème qu'ils ont, c'est qu'on va dire que ton film a coûté 200 millions. On va dire qu'Aquaman a coûté 200 millions. Je pense que c'est ça en fait. Il a coûté 200 millions. Ouais. En général, pour ce genre de film-là, si tu veux que ça fonctionne, il faut que tu fasses du marketing, il faut que tu fasses la promotion. Ouais. Fait que ça va être minimum 100 millions. Fait qu'il faut que tu rajoutes à nouveau un autre 100 millions, minimum. Puis là, c'est sans compter les 3 reshoots. Fait qu'on va dire que... une couple de millions, là. Exactement, probablement, peut-être, on va dire genre 50 millions, genre, pour overall, genre. T'es rendu avec un film qui va te coûter genre comme 350, 400 millions au bout du compte. Parce que alors que si t'arrêtes à 200 millions, ils sont perdants. Il n'y a aucun scénario qui gagne. Parce que je dirais, comme, arrête à 200 millions, dépose-le sur Max, puis essaie de doper ton subscriber, même si ce film-là ne va pas doper ton nombre d'abonnés, on s'entend dessus. Il va pas doper. C'est juste que pourquoi est-ce que tu dépenserais 100 à 150 millions minimum de plus sur un film qui risque de flopper, genre comme, tu sais ce que je veux dire, fait que c'est comme, ce serait quasiment le calcul de comme, dans quel scénario on perd moins de cash. Mais les gars, ce que je veux dire, mais eux autres c'est pas comme ça qu'ils le voient. Eux autres ils le voient comme étant quelque chose que on peut encore faire du cash avec ce film. Non, je pense pas. Oui, parce que sinon tu fais pas de reshoot. Mais non. Si tu fais un reshoot, c'est parce que tu penses que ton film peut être encore rentable. Il a raison, parce que arrête de dépenser. Oublie pas, il faut pas penser qualité là-dedans. Eux autres, ils pensent avec leur argent. T'as des investisseurs là-dedans. On parle pas d'une compagnie privée. Les gars. Fait que s'ils font un move, c'est parce qu'ils croient que ça va peuvent encore faire du cash. Ouais, mais peut-être pas avec ça. Ils pensent à l'avenir. Eux autres, ils veulent... Tant qu'à perdre de l'argent maintenant, perdons pour faire de l'argent plus tard. Non, pas pour ça. Pas dans ce cas-là. Non. Tu vas pas dépenser 150 millions de plus que nécessaire en disant que peut-être que ça va genre comme payer genre comme dans le prochain film. Ça a payé en avant. Non. Hollywood n'est pas comme ça. Moi je le parce que pour moi ce film là il est déjà perdant, les gars. C'est un film qui était déjà condamné là. Ben, il n'était pas au début de l'été, mais là, quand on voit le trend... En passant, le film, ils peuvent le sortir demain s'ils veulent. C'est supposé sortir depuis décembre passé. Je le sais. Le film est prêt, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est prêt. Ils vont faire des reshoots, pourquoi exactement? Pour le corriger, pour que ça fitte avec la narrative de James Gunn? No way, man. C'est pas pour ça, je pense que c'est pas... Puis même encore là, même si c'était pour ça, le monde s'en calisse. C'est ça l'affaire. Le monde s'en fout. Regarde. Je suis d'accord avec toi. Peu importe que le film... Regarde, on a tous aimé Flash ici. Ouais. C'est un des plus gros flops de l'histoire c'est le plus gros flop de DCU.
Pas juste DCU, des films de super-héros. Les films de super-héros, t'as raison. C'est comme, puis pourtant, on a aimé le film. Fait que la qualité, on peut mettre ça à côté, là. Ça n'a pas rapport. Je veux dire, il pourrait faire une meilleure, maintenant, il faut un meilleur troisième acte à Aquaman. Ça change absolument fuck all. Ouais. Surtout si les gens vont pas voir le film. Le monde, ils vont pas voir ça. Exactement. Evans. Attends, Evans. C'est quoi la table que tu mets pour le futur si les gens vont pas voir le film? Je comprends. Parce que je veux dire, c'est comme, écoutez, ce film-là, il met la table sur le futur, mais personne ne l'a vu. On a payé 150 millions de plus pour ça, mais on a floppé, puis les gens sont pas allés Le monde ne va pas se présenter pour ça. Je veux dire, c'est que ça fonctionne pas. Le stigmate est encore là. Ils pensent vraiment qu'ils peuvent faire du cash avec ce film-là. Okay. Ils pensent, ouais. 100%. Tu fais pas 3 séances de reshoot en disant genre... C'est pas logique d'investir dans des pertes. On va perdre 100 millions, mais ajouter un autre 100 millions dedans pour perdre 200 cette fois-ci pour faire. C'est ça. Non. Ils pensent vraiment qu'ils peuvent faire du cash. Ils sont dans le rouge, là. Il faut qu'ils fassent du cash aux autres, là. Puis, à leur défense, il n'y a rien qui sort en décembre. Ils sont tout seuls. Ce que je veux dire, il n'y a pas d'avatar qui va venir manger dans leur plate-vente. Fait que ça peut les aider. Ça va les aider. Ça peut les aider. Honnêtement, si le film est fucking bon, puis qu'ils font une promo de fou, je peux comprendre. Moi, je pense pas que ça va fonctionner. Mais je pense que c'est les gambles qu'eux autres parce font. Parce qu'ils ont champ libre. C'est parce qu'en décembre, il n'y a pas de gros films. Il n'y a rien. Ils sont les seuls. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils font ça. Ils y croient vraiment. On va voir ce que ça va donner au bout du compte. Moi, je pense qu'au bout du compte, le film ne fonctionnera pas. Encore là, il faut que la grève soit finie pour qu'il sorte. Ouais, en fait, ça nous amène au prochain sujet aussi, qui est avec la grève des scénaristes. Avec la grève des scénaristes, les studios commencent à envisager de repousser certains films, dont Dune. Dune 2, en ce moment WB, qui coproduit le film avec Legendary Pictures, sont en discussion pour voir si le film qui doit sortir en novembre ne devrait pas être repoussé pour 2024. Parce que c'est un gros film, Dune 2, c'est une des grosses productions de WB, et t'as un cast incroyable, et t'as personne qui peut faire la promotion. T'as Timothée Chalamet, t'as Josh Brolin, t'as Zendaya. Non, il y a personne, le film n'aura pas de promo. Personne peut faire la promo. Tu peux pas sortir ce film-là comme ça sans promo. Surtout en plus que le premier est sorti en plein COVID, puis il a fait comme 400 millions, genre, en plein COVID. Exactement. Puis en plus... Il est sorti en plein COVID, il a fait 400 millions, puis il y avait la sortie, le jour même de sa sortie, il était disponible sur HBO Max. T'imagines s'il y avait pas ça? Enlève la COVID, enlève HBO Max, ce film-là fait le double. C'est ce que je veux dire. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, pour le deuxième, ils font genre comme, on peut pas se permettre d'avoir une autre sortie bâclée, exactement. Fait qu'il y a des conversations sérieuses sur la possibilité de repousser Dune, et aussi Aquaman, justement. Ils peuvent pas. Je suis désolé. Aquaman, à un moment donné, tu peux pas repousser ça. Tu peux pas repousser. Ouais, mais non, tu peux pas. Non. Rendu là, on va aller sous Max. Mets-les sous Max. Non, tu peux pas retourner ça. Non, les gars. Décembre prochain, on sait c'est qu'est-ce qu'il y a en décembre prochain 2025. On sait c'est quoi. C'est Avatar en 2025. Non, mais en 2024 là. Tu peux repousser Aquaman en février ou en mars. C'est ce que je veux dire. Oui, tu peux. Il y a rien. Je comprends ce que je veux dire, mais entre vous et moi, là, les gars, si tu repousses Aquaman, c'est pas pour un mois, là. Non, ça va être pour 2-3 mois. Mais non, ça va être après la période morte du cinéma. Là, ça va commencer au mois de... Ils vont le mettre au mois de mars. Au mois de mars, avril. Ouais, c'est ça. Oui. Tu mets la sortie de Creed. Non, tu fais ça. Non, t'as pas le choix. C'est très simple. C'est ridicule, parce les gars. C'est aussi un film que tu veux pas sortir sans faire de promo. Surtout ce film-là, en fait. Ah ouais, t'as besoin de ta promotion. Yo, attends, avec tous les handicaps, t'as rien là, non. Avec tous les handicaps que le DC brand a en ce moment, tu veux sortir le film en plus sans la promotion de Jason Momoa, sans la promotion de ton cast. Voyons donc, ils ont besoin. En fait, ironiquement, je pense que ce film-là a plus besoin de promotion que Dune. Ben, c'est vrai. Puis Dune a un fucking gros cast. Je veux dire que tu peux même pas rentabiliser. Mais Aquaman a besoin d'une promotion impeccable. Aquaman a besoin de Jason Momoa. Tu veux que Christopher Walken soit là pendant ton... Yo! We need more spice. The spice must flow.
mais non, c'est ça. Au bout du compte, pour revenir au point quand même, tu sais, Dune puis Aquaman, c'est vraiment comme les deux grosses productions que l'on parle, mais ça va pas être les seuls films qui vont être affectés. Hollywood est affecté, là. C'est exactement ça. C'est partout, là. Puis plus la grève va durer et plus ce genre de projet, plus on va plus de projets vont s'ajouter. Exactement. Plus de projets vont s'ajouter. On retourne à un stade genre comme à l'époque de la COVID. Genre, c'est littéralement, tu sais, comme, on a eu cet été où ce que comme, on a été surloadé. Oui, mais c'est ça, comme toute l'accumulation des dernières années, tout est sorti cet été d'une shot. Puis là, on retourne à un environnement qui va probablement recréer ça à nouveau. Ouais, ça va créer encore le même effet l'année prochaine. C'est exactement ça. C'est comme, tu vas avoir tellement de projets qui vont se faire repousser que peut-être que dans 2 ans, on va avoir le même été qu'on a eu. Puis les maisons de production, ils voient ça puis ils disent « Ah merde, once again. » C'est ça qui risque d'arriver s'ils font pas attention. Puis plus la grève va durer longtemps, autant chez les acteurs que chez les scénaristes, c'est à ça qu'on s'expose au bout du compte. Tu sais. C'est que non, sérieusement, ça va être intéressant de voir le nombre de projets en fait qui vont être repoussés. Puis imaginez les gars, les acteurs qui vont avoir des conflits d'intérêts, des conflits d'horaires à cause qu'ils avaient des productions qui devaient être un après l'autre. Là, ça va se rapprocher, ça va repousser. Exactement. Tu penses-tu qu'un gars comme Ryan Reynolds va dire, regarde, je supposé tourner ce film-là au mois de septembre. Exact. Ben regarde, je vais finir mon Deadpool, puis après je vais tourner ton autre film après. C'est terrible, ça va tout repousser. Ils sont tous mais comme à la COVID, c'est exactement comme à la COVID. Pendant ce temps-là, les petits films de A24 vont sortir. Les films indépendants, les petites affaires, ça va... Exactement. Puis en fait, un des points que je voulais qu'on embarque aussi dessus, c'est que comme la semaine passée, on parlait du fait que Hollywood était complètement shut down. En fait, techniquement, non. C'est le AMTPT qui eux autres sont shut down. Puis en fait, le AMTPT, c'est représente les gros studios. Les gros studios. Ils représentent 90% des acteurs. Combien de pourcents des acteurs? Non, c'est pas les acteurs, c'est les studios. Les studios. Ouais, exactement, c'est ça. Mais tout ce qui est indie, en général, eux autres peuvent continuer à tourner. Comme le studio A24, eux autres, genre comme leur petit film indépendant, vont continuer à tourner parce qu'en fait, eux autres, ils ont accepté les demandes de SAG-AFTRA. Fait que, donc, eux autres, ils ont dit, oui, on est bons, nous autres. Ouais, eux autres, il n'y a pas de problème. Puis... Fait que t'as beaucoup de productions, en fait, qui sont... beaucoup de productions, pas hollywoodiennes, beaucoup de productions américaines qui continuent à tourner malgré tout. Mais c'est des petits... Exactement. Il y a aucun gros film qui tourne en ce moment. Genre, mais t'as encore des acteurs qui peuvent tourner, qui peuvent encore faire de la promo pour ce genre de film-là. Ils ont le droit. Exactement, parce que ces films-là viennent de studios ou d'organisations qui ont accepté les demandes et puis qui ne sont pas liés au AMTPT. Genre, fait que... Puis c'est quoi est-ce qu'on a une petite liste des demandes? On en avait parlé la semaine passée au niveau des residuals, puis le AI, c'est vrai. C'est ça. C'était vraiment ça. Ouais, exactement. Okay. Fait que comme A24, eux autres, ils ont accepté par rapport à ça. Genre, puis pour faire un bref recap par rapport juste un recap par rapport à ça pour les gens. Les acteurs se battent surtout pour au niveau des residuals, parce que avec l'arrivée des streaming, comment les redevances sont calculées, c'est pas la même manière en fait que à la télévision qui fonctionne sur un modèle avec les bandes annonces, pas les bandes annonces mais les pouces publicitaires. Oui. Alors que les modèles de streaming, eux autres, ne fonctionnent pas avec les pouces publicitaires, en général, mais ça fait que le système de comment le viewership est calculé n'est pas le même, fait que les redevances sont incroyablement plus basses. Un film qui va te rapporter genre comme 10-15 000 en redevance va te rapporter genre comme 300 $, genre comme probablement genre en résidual, genre comme pour faire une comparaison au bout du compte. Puis là qu'on parle on parle de gros films, on parle de gros scénarios. Genre, comme, c'est pas normal que quelqu'un qui a scénarisé genre un épisode de She-Hulk ou Daredevil ou whatever, genre comme fait juste 300 $. Genre, c'est comme, si tu as des millions de gens qui ont vu ce que tu as écrit, tu devrais pouvoir faire à la hauteur de la valeur de ce qui est diffusé, c'est ce que je veux dire. Tu devrais avoir quelque chose qui se compare à la télévision traditionnelle. Exactement, exactement, c'est ça. Puis l'autre aspect aussi, c'est au niveau du le AI, intelligence artificielle, où les studios veulent pouvoir en fait prendre l'image des acteurs et pouvoir les utiliser à l'infini, à leur guise,
sans avoir à payer de redevances à ces acteurs-là. Puis là, en fait, la demande initiale concerne juste les acteurs, les figurants, c'est ce que je veux dire. Mais le problème, c'est que, de un, les studios vont commencer juste avec les figurants, puis après ça, ils vont monter à beaucoup plus gros. Mais c'est juste aussi que tu tues l'industrie en faisant ça, parce que tu as beaucoup d'acteurs qui commencent par ça. T'sais, nous, on voit un film, on voit un film au cinéma, on voit un acteur qui performe devant nous. Beaucoup d'entre eux, souvent, genre, on les voit pas quand ils commencent comme il y a 10-15 ans, puis qu'ils doivent faire de la figuration, puis qu'ils doivent prendre des crédits pour faire partie de l'union, si on prend la syndicat. C'est littéralement toute une industrie, en fait, que tu kneecapes, que tu décapites, genre, comme, en faisant ça, tu sais. Fait que ça, c'est un peu les enjeux au bout du compte que A24 a accepté puis que le AMTPT refuse. Que le AMTPT veut implémenter, en fait, c'est ce que je veux dire. Fait que les différences sont énormes, honnêtement, genre, entre les deux parties. Fait que c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ça en ce moment. C'est parce que la grève risque de durer fucking longtemps. Yeah. Fait que c'est vraiment pas... Sérieusement, qu'ils prennent leur temps, là. Donc, les gars, est-ce qu'on va avoir les Oscars l'année prochaine? Les Oscars sont en mars. Je te dirais qu'on en a parlé en plus la dernière fois, je pense. Mais je te dirais que s'il y a bien une cérémonie que les studios ne vont pas se permettre de skipper s'ils n'ont pas le choix, c'est les Oscars. Les Oscars, c'est beaucoup trop gros. Je pense que Ranzo qu'on est rendu avec les Wizards de certains exécutifs de certaines compagnies. Ils sont prêts à scraper les Oscars juste pour un an. Je sais pas, parce que, guys, les Oscars, c'est quoi? C'est en février? C'est en mars? En mars. Ouais, en mars. Yo, c'est loin, guys. C'est très loin. Je suis d'accord avec toi. C'est quoi? On n'aime pas l'automne encore. Ouais. C'est dans... Après les fêtes, si c'est pas réglé, ça va sortir. C'est genre comme dans 8 mois, là. Si la grève dure 8 mois, là, je suis désolé, mais c'est fucked up, là. On n'a rien de bon. Je pense qu'on se va là. Écoute, j'espère que non, parce que si ça dure 8 mois, c'est toute ton industrie. De toute façon, celui des scénaristes, ce ne sera pas fini. Ça, c'est autre chose, par contre. Ça, c'est un autre débat, mais ouais, exactement. Il ne faut pas oublier ces deux grèves-là. Ouais, ces deux grèves chevauchées. Avec des revendications similaires, par contre. Ouais. Ça se chevauche au niveau des revendications. Mais c'est juste que les scénaristes n'ont pas... Ils n'ont pas le pouvoir... Le pouvoir que les acteurs ont. Fait que c'est sûr que la première grève qui va se régler, c'est celui des acteurs. Yep. Ça, je suis d'accord. Il y a zéro doute là-dessus. Parce que les acteurs, là, surtout les gros noms là, qui sont en avant, qui sont en avant-plan, ils ont la visibilité. Nous autres, on les regarde, le pouvoir du public. Ouais, c'est ça, exactement. Alors que l'acteur, mais le scénariste qui, lui, écrit justement les scènes de l'acteur que tu apprécies. On les connaît moins. Non, on les connaît pas, mais c'est eux qui créent ces moments magiques qu'on voit au cinéma. C'est ça qui est un peu dommage, mais bon, anyway. Fait que ça, c'est quand même juste un update par rapport à la situation. Ça va continuer. On va continuer à en parler. On va suivre ça de près parce que, comme j'ai déjà dit, ça va littéralement affecter tout ce qu'on consomme. Puis ça affecte aussi, je pense, les jeux vidéo, la production de jeux vidéo. Tu penses? Oui, les scénarios. Oui, pour les scénarios. J'ai des jeux comme God of War puis Last of Us. La partie scénario, là, c'est fait par des scénaristes. Exactement. C'est des acteurs puis tout. Fait que ça va affecter aussi certains studios, certaines productions. Fait que non, ça va être huge. Ça va avoir un impact incroyable. C'est large, là. COVID Part 2, guys. Sans la COVID, en fait. Prochain sujet, puis dernier sujet, en fait, j'avais vaguement entendu parler de ce sujet-là, en fait, c'est les théâtres AMC aux États-Unis, ils voulaient adopter une politique de paiement où ce que ton public, dépendamment de où est-ce qu'il est placé dans la salle du cinéma, il pourrait payer plus cher ou moins cher. OK, je vais juste faire une parenthèse. Continue. Parenthèse terminée, c'est bon. Il y a juste des ellipses, là. Il y a 3 points. Là. Ça me fait penser avec les avions, là. Pour que tu réserves ta place maintenant, il faut que tu payes un first class. First class. First class, pas seulement first class. First class, c'est le milieu. Oui, mais pour que tu réserves une place maintenant dans un avion, là, pour choisir ta place, il faut que tu payes un supplément. Le hublot s'étend, le corridor s'étend. C'est tellement class-driven, genre comme c'est tellement un truc qui...
comment dire? Plus t'as d'argent, mieux. Ouais, exactement. Ça affecte, ça remet en relief l'importance des classes sociales, classes économiques. Parce que vous voulez le banc 15 dans la rangée faut que G? tu payes par contre, faut que tu payes un peu plus cher. $25. Exactement, c'est ça. C'est comme. Ouais, fait que c'est le gars qui est en avant de moi, il vient de payer 10. Pourquoi c'est... Mais parce que tu veux la meilleure place. Ouais, c'est ça. C'est tellement... Je trouve ça tellement stupide parce que, tu sais, quand tu parles de que les billets coûtent trop cher puis tout, je trouve que ça, c'est tellement pas la solution. C'est même une insulte, en fait, à ton public. Genre, puis ça favorise encore les gens. Je trouve que c'est tellement insultant que ça décourage le monde qui a moins d'argent à aller au cinéma parce que c'est comme là ils vont attendre carrément que ça soit en streaming. Là c'est sûr que en fait pour avoir des bonnes places il va falloir que je paye plus cher. C'est comme ben oui c'est clair. C'est chiant, tu viens de me perdre. C'est complètement stupide comme approche. Genre, c'est comme mais tu veux que ton public revienne. La personne qui a proposé ça, faut le battre. Non mais je veux dire, c'est du monde qui sont déconnectés. Je suis désolé là. On est dans une génération où les parents n'ont pas battu leur kid. Ça donne ça comme idée. Vous voyez? C'est comme... vos enfants vous énervent, s'il vous plaît. Un coup de sapate, n'importe quoi. Parce que plus tard, là, cet avenir-là, ça donne ça. Bordel. Putain. Mais... Sérieux, là, il y a quelqu'un qui est vraiment arrivé et il a dit, tu veux que ça soit au milieu, dans la rangée entre G puis G et HJ, là, les autres vont payer plus cher parce qu'ils sont au milieu puis ils voient bien la scène. Go fuck yourself, man. Puis celui qui est en avant, là, qui est la première rangée. Ouais, première rangée, tu payes 5$. Celui qui est non, t'es malade. Celui qui est en avant, il va payer le prix standard. Le 10$. Yo, il va payer le 12$ là, que tu payes, là. Puis lui, il est comme ça. Le gars qui est en diagonale, là, en bas, là. Le mime de William Defoe. Il est comme ça. Oui, il est comme ça. Ouais, c'est ça. T'as quand même fait comme Oppenheimer, il y a l'explosion, la bombe atomique qui t'explose. Non, mais sérieux. Tu sors de là, t'es avec une canne, là, parce que tu vois plus rien, man. Tu vas payer 12$. Mais non, puis le dude qui est en arrière, bien relax, arrête, là. Ça, c'est un pit où tu peux faire des trucs avec ta copine. C'est le genre de politique qui, justement, va encore plus décourager le monde. Aller au cinéma. Ouais, c'est comme c'est clair, là. Faut que je paye plus cher pour avoir des bonnes places. Regarde, là. Par contre, ils ont abandonné cette politique-là au bout du compte. Une chance. Je pense qu'ils l'ont testé brièvement. C'est clair qu'ils l'ont testé. Pour l'abandonner, c'est clair qu'ils l'ont testé. Là, ils vont arrêter ce programme-là parce que je pense qu'au bout du compte, ça n'a pas fonctionné. Ils l'ont testé à petite échelle. Parce que j'ai pas entendu parler de cette affaire-là. Non, c'est ça, exactement. Encore, là, faut que je fasse faut que ça sorte, là. Vas-y. Avoir été... Je suis assis, là. Oui. Puis, je suis dans la compagnie AMC, je suis un exécutif. Là, j'ai le partenaire à côté de moi qui... pourquoi qu'on ne met pas des prix premium pour les places et pour les meilleures places? Là, moi, je suis juste comme ça. Moi, j'ai fait ça comme ça. Tâche! Non. Ça, c'est léger, ça. Là, tu lui poses une question. Toi, t'es-tu déjà fait chicaner dans ta vie? Non. Moi, quand ma mère me criait dessus, je disais ta gueule, là. OK. Bonzi. Tu prends une chaise, tu peux replier la chaise, là. Faut que ta chaise soit en métal. Tu prends un gars par la tête, tu mets la chaise en dessous de sa gorge, puis go! Là, yo! Vraiment, tu peux plus... Oh my God! Sérieux? Oh my God! Non. Une scène, je vais te parler d'une scène. Une scène. Commando, dans l'avion. Dans l'avion. Go! Le gars est à côté de toi, tu le regardes même pas. Go! Après, quelqu'un commence à dire... Après, tu le mets de côté, Comment ça, il dort pendant le meeting? Comment ça qu'il dort, lui? Qu'est-ce qu'il disait? Non, il dort. Il dort. Il est mort de fatigue. Fait qu'au bout du compte, guys, tous les trois, je pense qu'on est d'accord qu'on n'est pas vraiment pour... Yo, oublie ça. Oh my God, c'est aberrant. Mais personnellement, moi... C'est de la méchanceté, ça. J'aurais vu ça, là, ça m'aurait comme découragé à aller au cinéma. C'est un peu insultant. Ça m'aurait découragé à aller au cinéma, puis j'aurais utilisé les moyens alternatifs pour regarder mes films. Non. Puis regarde, c'est ça. C'est pas la même politique pour faire venir tout le monde. Puis ils se sont rendus compte. Puis j'espère qu'il n'y a aucun autre studio, aucune autre chaîne de théâtre qui va penser à faire une affaire de même. Je peux comprendre pour du théâtre. Oui, les balcons. Historiquement parlant, je peux comprendre. C'est pas la même chose comme par exemple si tu vois un show de football ou bien de hockey. Si t'es dans un hockey... Mais pour un film... C'est ça, pour un film, comment? Man, on va prendre le concept de sport des arénas sportifs de fuck. Tu veux me dire que
Tu vas aller voir, mettons, je sais pas moi, tu vas aller voir le groupe Genesis, là, puis la personne qui est en bas, c'est normal qu'il paye 1000 piastres, mais le gars qui est dans le pit en haut, dans le bleu, là, il a pas payé. Il va payer 90 $. C'est ça, il a pas à payer comme le Gambal. Hein. On s'en fout, là. Le cinéma, c'est pas ça pour tout. Si c'est pour ça devenir comme ça, oublie ça. Non, c'est ça, je suis 100% d'accord. 100% d'accord. Fait que, en effet, je pense qu'on peut... Ah non, c'est vrai, j'ai ma chronique Mathieu vu. Après ça, on va pouvoir... Tu veux parler de Oppenheimer. Yes. Allez. Oppenheimer. Donc, j'ai vu Oppenheimer récemment. Comme on a dit, c'est réalisé par Christopher Nolan. C'est son 12e film. Un budget de 100 millions. C'est ton genre de film? Oui, quand même. Mais par contre, je dois vraiment être franc. Genre, Christopher Nolan, je ne suis pas le plus grand fan de Christopher Nolan. Ses derniers films m'ont laissé plutôt froid. Je trouvais que c'était intéressant, mais je n'ai pas été particulièrement c'était quoi ces émotionnellement. Tenet. Ouais. Je dirais comme l'histoire, le concept est intéressant. L'histoire, par contre, le personnage... Je m'en foutais. J'étais pas engaged émotionnellement. Tenet, j'ai aimé, mais comme toi, là, comme... on se perd un peu dans l'intrigue, là, à un moment donné. Le concept de time travel est brillant. Dunkirk, super de bons films, mais encore là, c'est très froid. T'es pas engagé dans le struggle de tes personnages. Ce que je veux dire, c'est comme, il n'y a pas d'aspect émotionnel. Tout est comme très rigoureux, très cérébral. Ouais, mais c'est un des aspects que j'ai remarqué que Nolan y fait dans ses films. Non, exactement. Pour un film comme de prestige, puis Inception, ça fonctionne très bien. T'es beaucoup plus impliqué émotionnellement parce que les personnages sont mieux développés. Il y a des enjeux beaucoup plus émotifs. Mais Dunkirk, moi, j'ai même pas fini le film. Mais visuellement... Non, visuellement, c'est complètement... Ça m'a pas attiré. Non, c'est pas... Moi, de toute façon, j'aime pas vraiment les films de guerre. Non, moi, c'est ça. Moi, je suis pas un gars de guerre. J'ai pas fini le film. Mais, on parlait de Tenet, le personnage, sans trop donner spoilers, le personnage... Il n'y a même pas de nom, il s'appelle le protagoniste. Il s'appelle le protagoniste. C'est juste pour te dire. On n'entend jamais son nom, c'est ça. Ce gars-là n'a même pas de backstory. Non, c'est genre, OK, on le prend, puis c'est un agent, puis il y a un paquet de skills. Il commence, il y a un paquet de skills, puis on comprend pas pourquoi. À la fin, on comprend un peu. À la fin, tu comprends un peu. Pourquoi il a fait le film comme ça. Mais ça, c'est Tenet. Fait que, ça peut être un peu... Puis en plus, sans compter le plot qui est vraiment convoluted. Mais... Ces autres films après The Dark Knight sont pratiquement, ils ont un peu une formule où que c'est difficile de s'associer au personnage. Je vais prendre Batman Rise avec Bane. Yo, les motivations c'est aussi convoluté. C'est pas que c'est mauvais. Il fait jamais des mauvais films. Non. C'est juste que c'est comme, il a poussé comme, il pousse un peu le côté intellectuel un petit peu trop fort là. Puis encore à Dark Knight Rises, c'est même pas si poussé que ça quand tu compares ça à Interstellar. Voilà. Dark Knight Rises, c'est encore first level. Ce que je veux dire. Dans tous les cas, ça reste que je suis pas non plus le plus gros fan, mais je respectais quand même ce qu'il faisait. Puis, bon, le film, bon, il y a un cast de fous. T'as Cillian Murphy qui joue dedans, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, Rami Malek, Josh Hartnett, Gary Oldman, Kenneth Branagh, Casey Affleck et plusieurs autres personnes. Attends 2 secondes, on va retourner en arrière. Josh Hartnett est dedans. Non. Puis écoute. C'est un biopic? Le cast, les performances sont incroyables. Cillian Murphy, que vous pouvez voir dans Peaky Blinders. Ouais, il joue. Il a joué dans. Il joue dans Dunkirk, il joue dans. Quiet Place. Oui, il joue dans Quiet Place 2. Exactement, 28 Days Later, whatever. Genre, il a joué dans plusieurs films. Mais c'est la performance de sa vie. Et honnêtement, quelle performance. Puis c'est pas juste lui. Robert Downey Jr. aussi, une performance incroyable. Le reste du cast, honnêtement, c'est tellement fascinant de voir tous ces gens-là. T'as du monde que c'est des A-listers qui sont dans le film et qui ont des rôles, qui ont des rôles de second rôle. Genre, c'est comme, tu sais, Rami Malek, genre, comme que tu peux voir dans Mr. Robot, qui joue le vilain dans James Bond. Il a un rôle ultra ingrat. Il apparaît genre 2 minutes. N'importe qui aurait pu faire ce rôle-là. Mais tu vois Rami Malek dans un rôle genre... Puis il a accepté de faire ça. Tout le monde a fait ça. Ça. Florence Pugh, qui est une actrice, une huge actrice, elle a un petit rôle, un rôle secondaire. Ce que je veux dire, tu peux littéralement la couper tu peux la couper du film, mais elle n'est pas ultra centrale au film. Tout ce que je veux dire. Puis tout le monde joue les seconds violons pour Cillian Murphy. Tout ce que je veux dire, c'est vraiment lui qui est la star du film. C'est à travers lui qu'on suit vraiment l'histoire. Tout ce que je veux dire. Puis ça fait que c'est un film qui a coûté extrêmement cher. Puis en fait,
quand on parlait du box-office tantôt de Oppenheimer, c'est le meilleur opening d'un film de Christopher Nolan qui n'est pas un film de Batman. Puis c'est le meilleur opening. Un des meilleurs openings, c'est pour un film rated R. Exactement, c'est ça. Ouais. Entre autres aussi, c'est un des films qui est le mieux raté sur IMDb en ce moment. Il est comme 5e place ever. Genre comme... Honnêtement, le film Oppenheimer, c'est vraiment un très bon film, très bien coté. Okay. Et puis pour ceux qui veulent savoir c'est quoi l'histoire, en fait, grosso modo, c'est on suit l'histoire de Robert J. Oppenheimer, qui est le directeur du programme qui a créé la bombe atomique. Le programme Manhattan? Le Project Manhattan, le Project exactement. Manhattan. Fait que le film fait juste suivre la création du Project Manhattan, genre comment le gouvernement puis Oppenheimer sont allés chercher une panoplie de scientifiques puis pour créer la bombe atomique, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'à ce moment-là, ils avaient 1 an et demi de retard sur les Allemands, qui eux autres aussi travaillaient sur leur propre bombe atomique. C'était littéralement une course contre la montre pour savoir lequel des deux pays allait avoir la bombe atomique. Est-ce qu'on voit Dr. Manhattan là-dedans? Écoute, quoi tu parles, man? Non, tu ne vois pas Dr. Manhattan là-dedans. C'est bon, je pose la question tout simplement. Là. Mais t'as réussi à me dire non, c'est tout. Là. Pourquoi tu m'insultes comme ça? Là? Mais c'est ça, fait que ça reste que c'est un film qui est vraiment très... Il n'est pas sérieux. C'est un film qui est très cérébral. Comme je dis tantôt, on en parlait un peu, c'est un biopic, c'est pas... Même si ça a le budget d'un blockbuster puis que ça a le box-office d'un blockbuster, ce n'est pas un blockbuster. C'est un film de 3 heures qui est très dense au niveau de la narration. C'est 3 heures, littéralement, guys, de blabla. C'est du monde qui parle pendant 3 heures. Il n'y a pas d'action, mais le montage de ce film-là est fait de manière à ce que c'est comme tu comprends les enjeux, tu comprends la tension, tu comprends la pression psychologique puis émotionnelle de ce qu'ils doivent accomplir. Puis parce que on parle de créer la plus grosse arme de destruction massive de l'histoire de l'humanité, c'est ce que je veux dire. Fait que c'est pas quelque chose que tu fais de gaieté de cœur. Il y a des enjeux moraux et éthiques, puis le film approche ça, puis c'est ce genre de débat qu'il y a aussi dans la communauté scientifique. C'est comme... Est-ce que le film le représente comme un héros? C'est compliqué, tu vois ce que je veux dire? Parce que le film, au bout du compte, il y a 2 phases au film. Il y a la phase où tu le suis, lui, qui travaille sur le projet Manhattan, puis il y a aussi la phase plusieurs années plus tard, où est-ce qu'il est persécuté par le gouvernement des États-Unis parce qu'il est suspecté d'avoir donné des informations aux Soviétiques. Ouais. Parce que les Soviétiques ont fini par créer la bombe atomique dans les années 1950. Puis Robert Oppenheimer avait des sympathies soviétiques. Lui avait des amis, puis avait on va dire des sympathies. Sympathisants. Il était Exactement. Fait il y a une bonne partie du film, c'est aussi... il y a un sorte de procès politique où est-ce que lui, il doit se défendre par rapport à ça. Fait que je dirais qu'il y a les deux approches. Tu le vois, il y a l'approche quand il est vu comme un héros, mais il y a aussi comme un traître ou un possible traître. C'est super intéressant parce que moi, je connais, je vous dis, toutes les affaires qui ont rapport avec la Première, Deuxième Guerre mondiale, c'est quelque chose que j'ai moins 20 intérêt pour ça. Mm-hmm. J'ai toujours pensé que Albert Einstein était celui qui avait créé la bombe atomique. Non, en fait, le film en parle aussi. Ouais. C'est qu'il a développé la théorie qui a permis à la création. Ouais, c'est ça, ce que je veux dire. Okay. Puis il apparaît dans le film à plusieurs reprises aussi, Einstein. Il n'a jamais participé. C'est qui joue le rôle d'Einstein? C'est un monsieur, je ne connais pas, en fait. Mais c'est en se basant sur sa théorie à lui que Oppenheimer a créé sa théorie qui, au bout du compte, ça crée un effet domino, genre, puis tu sais, comme il est considéré comme étant l'inventeur de la bombe atomique, mais dans le film, tu vois que c'était un travail collectif. Ouais, genre, travail d'équipe. Tu sais, quand je nomme le cast, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont été impliqués, qui ont joué des gros rôles, mais c'est juste que c'est lui la star du projet, le directeur. C'était le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre. Fait qu'au bout du compte, c'est ça, mais ça reste que, comme, tu sais, c'est un film qui est sorti genre comme en mi-juillet. Je répète encore, genre c'est pas nécessairement pour tout le monde. Je pense personnellement que c'est le meilleur film de Christopher Nolan, mais c'est pas nécessairement le plus divertissant, mais c'est le meilleur film en tant que film. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, quand on parlait beaucoup, tu sais, comment dire, il y avait souvent ces réalisateurs qui parlaient genre de comme Marvel, c'est pas du cinéma. Mm-hmm. Je veux pas embarquer là-dedans, mais je peux dire que Oppenheimer, c'est du cinéma.
Donc, je veux dire, c'est pas un film de divertissement, c'est du cinéma. Fait que c'est vraiment la notion que j'ai vraiment comme pour ça que l'essence même, là, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de personnages, beaucoup d'événements dans le film. Puis c'est la structure du film, c'est le montage sonore du film. C'est bizarre à dire, apparemment, quand on parle de faire une analyse de film, le son du film est incroyable. La composition, la musique. C'est le même compositeur qui a fait Tenet. Incroyable aussi. Ludwig Göransson. Exactement. Fait que c'est un très bon film avec des très bonnes performances. Je répète encore, Cillian Murphy, performance incroyable. Robert Downey Jr., honnêtement, c'est vraiment nice de le voir dans un rôle autre que Tony Stark, exemple. C'est comme... on sait tous que c'est un bon acteur, mais de le voir dans d'autres rôles, c'est comme ça fait du bien. Je fais comme, mais oui, c'est vraiment... Ça nous rappelle que oui, il peut faire d'autres choses. Puis oui, Cillian Murphy devrait se faire nominer aux Oscars pour sa performance. Je ne serais pas surpris que Robert Downey Jr. ait une nomination lui aussi. Ouais. C'est aussi bon que ça comme performance. À ce point-là? Ouais. Écoutez, c'est un film qui va... je ne sais pas si ça va gagner, mais c'est clair qu'il va se faire nominer aux Oscars Best Pictures, s'il y a des Oscars. Best Actor, Best Supporting Actor, Best Editing, Best Sound Design. C'est ce genre de film-là. Il y a des aspects très techniques au film qui font que c'est vraiment un très bon film. Et les effets spéciaux, comment ils sont? C'est pas CGI, tout est pratique. Oui, c'est la pyrotechnique, les explosions, et tout ça. L'explosion de la bombe atomique, c'est fait. C'est vraiment une bombe qu'ils ont fait. C'est pas une bombe atomique qu'ils ont fait sauter, mais oui, c'est une vraie bombe qu'ils ont fait sauter. Avec des effets... Exactement, pour recréer le visuel de la bombe atomique. Genre, puis la séquence, quand ça arrive, quand ils font le test, c'est la musique, la tension. Tu sais, quand tu écoutes un film, puis tu sais comment ça finit, mais tu es quand même malgré tout investi. Parce que c'est comme... Le film commence, tu sais qu'ils vont créer la bombe atomique, tu sais qu'ils vont battre les Allemands là. Il n'y a pas de surprise, on connaît l'histoire. Les États-Unis ont eu la bombe atomique. Mais pourtant, le montage est tellement bon que tu fais genre comme... Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est que tu es engaged émotionnellement, puis c'était un des problèmes que j'avais avec les films de Christopher Nolan dans le passé, que dans ce film-là, par contre, j'ai fait comme... Ah non, je suis investi dans le personnage d'Oppenheimer parce que c'est comme... Puis on parle d'un film que c'est comme plein de scientifiques. C'est pas non plus les gens les plus charismatiques ou les plus joyeux. Les plus intéressants. Mais les enjeux sont tellement élevés que... Puis Oppenheimer, c'est pas non plus la personne la plus sympathique au monde dans le film, mais tu comprends... la pression, les enjeux, le poids, c'est huge. Fait que sinon, le film parvient à très bien véhiculer cette information-là à son public et il le rend de manière comme très divertissante parce que, encore une fois, c'est très difficile, guys, de faire un film de 3 heures, juste du blabla, sans scène d'action, puis de garder ton public investi, genre sans que ce soit trop long. Tu vois ce que je veux dire? Puis encore là, comme pour revenir à ça, genre comme le visuel, et allez le voir en IMAX. Sérieusement, c'est un film c'est un film qui vaut la peine d'être vu en IMAX. C'est une belle expérience cinématographique avec le son. Vous voulez le son d'un théâtre, d'un cinéma. L'expérience sonore c'est la moitié du film. Ça vaut la peine. Ouais, exactement. C'est un élément important du film, les performances, la réalisation. C'est un masterpiece, OK, guys? C'est vraiment un masterpiece. C'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Un des meilleurs films de Christopher Nolan, à mon avis aussi. Fait que pour moi, écoutez, sur 5, j'ai donné un 5 sur 5. J'ai donné une note parfaite. C'est un très, très, très bon film. T'as donné une note parfaite? Ouais. Wow. C'est super rare que je donne une note parfaite. Mais ça, pour moi, en plus, je vais clairement aller le revoir. Il n'y a même pas de doute pour ça. Mais encore une autre fois, vous connaissez. Fait que si vous asseoir pendant 3 heures, entendre du monde parler, c'est peut-être pas votre tasse de thé, de café, whatever. Allez pas voir ce film-là. Parce que même justement durant ma séance, il y a quelqu'un qui s'est levé, genre, puis il est parti. Il n'est jamais revenu. Il s'est dit, on m'a jamais dit que c'était comme ça. Ah oui, aux trois quarts du film, il s'est levé, il était devant moi, puis il n'est jamais revenu. Puis je fais comme... Monzi, il s'est dit, c'est pas ça qu'on m'avait dit. On m'a dit qu'il y a de l'action. Ouais, non, il n'y a rien de tout ça, genre. Puis c'est exactement fait. Mais pour moi... Il pensait que c'était la suite d'Inception. Ah ouais, non. Le dude, il y a ta part, là, genre. Ouais. Puis parce que
Anyway, allez voir le film. Moi, je le conseille pour ceux qui sont prêts à voir ce genre de film-là. Je le conseille fortement. C'est bon. On va quand même conclure là-dessus. On est vraiment way over time. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Puis on se voit la semaine prochaine. N'hésitez pas non plus, comme d'habitude, à vous abonner, à commenter. Merci aux gens de la France aussi, encore une fois, qui nous supportent. C'est vraiment super apprécié. On voit vos commentaires, puis on apprécie beaucoup. Ça nous encourage. Continuez, on va vous répondre. Exactement. Puis, comme j'ai dit au début, vous pouvez rejoindre la communauté Facebook, la LUC DMG Podcast. On est là, on est actifs régulièrement. Fait que sur ce, j'espère que vous avez été divertis. Puis on se voit une prochaine fois. Ciao, ciao. Bye. Ciao.